Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 76 de l'alchimie d'un roman. Et aujourd'hui, je passe vite sur l'intro parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le petit livre qui mijote dans ma marmite. Il s'agit de Léviathan, le roman le plus connu de Paul Auster. Un roman assez court, mais qui regorge d'enseignements à en donner le tournis. Alors, vite, commençons notre cuisine et recherchons ensemble les 4 éléments qui constituent ce bijou de la littérature. L'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Voilà, les présentations étant faites, on enchaîne sur le résumé. Comme d'habitude, je vous préviens que ça va spoiler, mais bon, je vous rappelle que mes vidéos sont des analyses et que vous êtes censé avoir déjà lu le roman. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y tout de suite et revenez me voir après. Et donc, go, le résumé. Léviathan est l'histoire de Benjamin Sachs. Il est écrivain, mais il a disparu depuis quelques années. Son ami Peter Aron, écrivain lui aussi, apprend qu'un homme s'est tué avec une bombe artisanale et qu'on a retrouvé son numéro de téléphone dans le portefeuille du terroriste. Il s'agit de Benjamin Sachs, Peter en est persuadé, et il décide de raconter son histoire avant que les enquêteurs du FBI ne publient leur rapport. Son but ? Établir la vérité sur la vie de Sachs. Car une fois que l'affaire sera publique, la vérité n'existera plus, chacun y rajoutant sa version ou sa théorie. Ok, mais de quelle vérité on parle ? Celle d'un homme idéaliste, mais à la vie plutôt ordinaire. Benjamin Sachs est marié à Fanny, elle le trompe avec Peter, Sachs s'en va, il est attiré par Maria, une artiste, mais il tombe d'un toit par accident. Il fuit encore et par hasard, il tue un homme inquiétant lors d'une promenade en forêt. Cet homme n'est autre que le mari de Liliane, la meilleure amie de Maria. Quelle coïncidence! À ce stade, Sachs pète un peu les plombs et entreprend de faire sauter avec des bombes artisanales toutes les copies de la Statue de la Liberté, jusqu'à ce qu'il se fasse sauter lui-même. Voilà, on referme le roman et on se demande à quoi ça rime. Parce que, au premier abord, cette histoire n'a aucun sens. On se trouve devant un fait divers, une affaire criminelle, voire terroriste. Et l'auteur du récit, Peter Aron, nous affirme dès le départ qu'il va nous raconter tout cela dans le détail pour qu'on comprenne les motivations de Benjamin Sachs, le coupable de toute l'affaire. Mieux, c'est Benjamin Sachs lui-même qui lui a confié cette mission de vérité. Tu sauras raconter aux autres, tu leur feras comprendre le sens de tout cela. Donc, voilà le but de ce roman, donner un sens aux agissements de Benjamin Sachs. Et avant d'aller plus loin, forcément, on se demande si tout cela est vrai. Et la réponse est non, cette histoire est une fiction, c'est un roman. Mais Paul Auster, par son style, fait tout pour nous donner une illusion de réalité. Quand il parle des attentats contre les statues de la liberté, par exemple, il écrit « En 18 mois, 9 statues furent anéanties. Tout le monde s'en souviendra et il n'est pas nécessaire que j'en rende ici un compte détaillé. » Personnellement, comme je ne suis pas un spécialiste des actualités américaines, je suis allé vérifier sur Internet. Tout cela est inventé, ces attentats n'ont pas existé, mais l'impression qu'en donne Paul Auster est saisissante. Au bout de quelques pages, on se persuade que ce roman est une chronique d'événements bien réels. Mieux, Paul Auster utilise ce même effet de style pour nous glisser nous-mêmes, lecteurs, dans la peau de Peter Aron, le premier témoin de l'affaire. Il écrit à la première personne, et quand il décrit le bureau de travail de Benjamin Sachs, il dit par exemple « J'en parle parce que c'est là que je me trouve en ce moment », comme si on pouvait le voir devant nos yeux, au bureau de Sachs, en train d'écrire le texte même qu'on est en train de lire. C'est un procédé efficace d'identification, d'empathie, par lequel Paul Auster s'assure que son message s'adressera à nos tripes, à notre cœur, plutôt qu'à notre cerveau. La fameuse signification qu'il veut nous communiquer, nous la vivrons dans notre chair et elle ne nous quittera plus. Quand Peter Aron s'adresse aux enquêteurs du FBI, il dit ce que Paul Auster pourrait dire à sa place « Sans le vouloir, j'entre dans la vie d'inconnus, et aussi longtemps qu'ils ont mon livre entre les mains, mes mots sont la seule réalité qui existe pour eux. » Ça marche à 100%, le temps de notre lecture, l'histoire de Benjamin Sachs sera la réalité. Ok, mais alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Benjamin Sachs vit une vie tranquille, c'est un écrivain à succès, il coule un bonheur parfait avec sa femme Fanny. Puis, son ménage encaisse un sale coup quand il découvre que Fanny le trompe avec Peter Aron, dans un malentendu à la limite du quiproquo. C'est à ce moment que, un peu paumé, il tombe d'un toit et l'accident le trouble profondément. Il plaque tout et s'en va à la campagne,
où à la suite d'un mauvais concours de circonstances, il tue un inconnu dans la forêt. Il essaie de se raccrocher aux branches en commençant une relation avec Liliane, la propre femme de l'homme qui l'a tué. Ça ne fonctionne pas et il pète complètement les plombs en s'abandonnant à un projet insensé, détruire une à une les copies de la Statue de la Liberté. Voilà, c'est ça la fameuse histoire censée nous faire comprendre les actes de Benjamin Sachs et on n'y comprend rien. On n'est pas plus éclairé qu'au début. Peter Aaron nous avait promis un sens et il nous laisse avec cette histoire abracadabrante. Heureusement, tout au début du roman, Peter Aaron, le narrateur, nous avait confié une clé de lecture. Il ne sera pas possible de raconter son histoire sans raconter en même temps toutes les nôtres. Tout se tient, chaque histoire déborde sur les autres. L'histoire de Sachs n'a pas de sens sans les histoires de Peter, Fanny, Maria et Liliane, 2 hommes et 3 femmes, les personnages principaux de ce roman. Impossible de comprendre l'un sans comprendre les autres. Alors, allons-y. Et commençons par Maria. Maria est une artiste, mieux, elle vit sa vie tout entière comme une expérience artistique. Elle déborde d'idées très originales, comme par exemple quand elle paie un détective privé pour qu'il enquête sur elle-même. L'homme la suit nuit et jour, il l'espionne, il la photographie, et je cite, « Quand il lui avait remis son rapport à la fin de la semaine, elle avait eu l'impression qu'elle était devenue quelqu'un d'inconnu, qu'elle s'était transformée en une créature imaginaire. » Ah, ça c'est intéressant. Et on comprend tout de suite que cette anecdote nous est racontée pour éclairer le récit principal. Peter Aaron enfonce même le bouchon quand il fait dire à Maria dans son récit « Benjamin comprenait que toutes mes réalisations sont des histoires et que même si ce sont des histoires vraies, elles sont aussi inventées. Ou que même si elles sont inventées, elles sont vraies. » On comprend donc que le fameux sens qu'il faut donner à tout cela n'est pas forcément à rechercher dans la réalité des faits, mais dans l'histoire que Benjamin Sachs a racontée, l'histoire qu'il a racontée aux autres et l'histoire qu'il s'est racontée à lui-même. On pourrait généraliser le message en concluant que le sens qu'on donne à notre vie est une histoire qu'on se raconte. Mais, l'anecdote de Maria n'est pas terminée. On lit la suite, on continue le récit. Parce qu'ensuite, Maria retrouve par hasard sa meilleure amie, Liliane. Liliane gagne principalement sa vie en se prostituant, pas seulement parce qu'elle a besoin d'argent, mais aussi parce qu'elle est une révoltée, qu'elle est libre et qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps. Alors, pour s'amuser, les 2 amis décident d'échanger leur rôle. Maria remplacera Liliane auprès de son prochain client, et Liliane continuera les petites expériences artistiques de Maria. Le jeu ne donne pas le résultat qu'elles attendaient. Pour Maria, c'est une catastrophe, elle tente de photographier son client et elle se fait cogner dessus. Alors que Liliane rencontre un contact de Maria et décide de l'épouser et de rentrer dans le rang d'une vie raisonnable. C'est étrange, les 2 femmes n'ont pas du tout donné le même sens aux expériences qu'elles vivaient. Alors, de quoi dépend leur réalité? De quoi dépend le sens de leur vie? De l'histoire qu'elles se racontent comme on le pensait jusqu'à présent? Ou bien de leur nature profonde, de ce qu'elles sont vraiment, malgré tout ce qu'elles se racontent? On sent que la réponse sera beaucoup plus fine que ce qu'on pensait. On sent que le message de ce roman va nous entraîner beaucoup plus loin, alors on lit la suite. Et la suite, c'est l'adultère entre Peter et Fanny, et c'est la séparation de Benjamin et Fanny, un couple pourtant modèle, un couple inséparable. À ce moment précis, Peter fait une remarque étrange. Fanny était devenue quelqu'un d'autre, Ben était devenu quelqu'un d'autre. Ça veut dire que l'événement, l'acte de l'adultère, a changé le personnage même de Fanny. Mieux, il a changé Benjamin Sachs alors même que dans un premier temps, il n'est pas au courant que Fanny l'a trompé. Mais dans l'esprit de Peter, il est immédiatement devenu quelqu'un d'autre, du moment où il l'a trahi. La réalité de nos vies, c'est aussi ce que l'on fait et ce que font les autres autour de nous. C'est intéressant, mais il y a encore mieux. Un individu peut volontairement modifier sa propre réalité. Quand Peter Aaron cherche pourquoi Fanny l'a séduit puis l'a laissé tomber, il pense que c'est pour le sauver lui-même d'une relation toxique qu'il entretient avec sa femme, Delia. Puis il ajoute « De toutes les interprétations auxquelles j'ai réfléchi au cours des années, celle-ci est ma préférée. Ça ne signifie pas qu'elle est vraie, mais dans la mesure où elle le pourrait, j'aime à penser qu'elle l'est. » Peter Aaron choisit sa réalité. Parmi tous les sens possibles à donner aux événements, il choisit volontairement le sens qui sera la réalité, sa réalité. Et encore mieux, Peter définit la notion d'ambivalence. 2 réalités, même contradictoires, peuvent être vraies en même temps.
Fanny m'avait dit une chose, Saxe m'en avait dit une autre, deux réalités séparées et distinctes. J'avais la certitude que Fanny et Ben m'avaient tous deux dit la vérité. En d'autres termes, il n'existait pas de réalité universelle. Pas de réalité universelle. Plus tard, quand Saxe tombe du toit, il donne deux explications. 1. C'était pour se débarrasser de la tentation de toucher le corps de Maria trop proche de lui. Ou 2. C'était une pulsion de mort, une tentative de suicide irréfléchie. Ça ne marche pas, lui dit Peter, ça doit être l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre, lui répond Benjamin, on ne peut pas les séparer. Il y a deux réalités parallèles, deux mondes coexistants et ce n'est pas un problème. Voilà donc la leçon que veut nous communiquer Benjamin Saxe, à moins que ce ne soit Peter, mandaté par Saxe, à moins que ce ne soit Paul Auster lui-même. La réalité de nos vies, le sens de nos vies, est complexe et multiforme. C'est à la fois notre nature profonde, mais c'est aussi l'histoire que l'on s'invente. C'est le résultat de nos actions, mais c'est aussi l'ensemble de nos désirs. Notre réalité personnelle est ambivalente, car tous ces aspects sont vrais en même temps, même s'ils sont parfois contradictoires, voire incompatibles. C'est un processus volontaire, mais aussi inconscient. Et surtout, c'est un processus social que l'on partage avec son entourage. L'histoire de Benjamin Saxe est celle d'un homme qui peut-être a cru que sa vie aurait un sens en elle-même, isolée du reste des hommes, mais non, ça ne marche pas. Sa vie est indissociable de la société qui l'entoure. Elle varie au gré des vies des autres, leur façon d'être, leurs histoires, leurs actes et leurs désirs. En exergue de son roman, Paul Auster cite Ralph Waldo Emerson. Tout état actuel est corrompu. C'est la devise du transcendantalisme, un mouvement de pensée selon lequel l'homme serait bon par nature et la société l'aurait corrompu. Et c'est sans doute cette chimère à laquelle rêvait Benjamin Saxe, le rêve d'un sens absolu qu'il donnerait à sa vie, un sens indépendant du reste, indépendant des autres, mais un rêve qu'il doit abandonner quand il comprend l'ambivalence et la relativité de son existence. La statue de la liberté, comme l'explique Benjamin Saxe, est un symbole sur lequel tout le monde s'accorde. Elle exprime l'espoir plus que la réalité, la foi plus que les faits. Et c'est pour cela, sans doute, qu'il décide finalement de la détruire la chimère d'un sens absolu, invariable, identique pour tous. Bon, c'est déjà très bien, mais il y a une autre dimension dans ce roman qui, personnellement, m'intéresse encore davantage, une dimension littéraire, bien sûr. Parce que vous me dites parfois, vous qui regardez mes vidéos et qui écoutez mes analyses, vous me dites « Comment peux-tu être sûr que Paul Auster avait bien tout ça en tête au moment d'écrire ce livre ? Est-ce que tu peux affirmer que tout cela, ça ne sort pas de ton imagination ?» C'est une remarque qui revient souvent. Et peut-être que justement ce roman Léviathan peut répondre à cette question. Paul Auster, Peter Aron y raconte la vie de Benjamin Saxe et montre comment il découvre que son existence n'a pas un sens absolu, mais des sens relatifs et ambivalents. Et alors, est-ce que ce n'est pas le cas aussi du roman lui-même, ce roman qu'on est en train d'analyser ? Son sens est évidemment relatif, il est ambivalent. Il n'est pas un symbole unique comme le serait la Statue de la Liberté. Son sens dépend de ce que sont ses lecteurs, de ce qu'ils font, de ce qu'ils désirent, des histoires qu'ils se racontent. Paul Auster nous met fortement sur la piste de cette mise en abîme en choisissant pour son roman le même titre exactement que le livre qu'écrit Peter Aron, Léviathan. La fameuse clé de la vérité sur la vie de Benjamin Saxe qui n'est qu'un recueil d'histoires ambivalentes. Le sens d'un roman, c'est le sens d'une vie fictive, et comme pour une vie réelle, ce sens n'est pas fixe. Il dépend de la société de ses lecteurs. C'est toute la richesse de la littérature. Je vous livre le sens que je trouve à ce roman, peut-être a-t-il un autre sens pour vous, et peut-être que demain il aura un autre sens pour moi, et peut-être même plusieurs sens en même temps. Et voilà pour l'analyse de ce grand roman d'un grand auteur contemporain. C'était le 76e épisode de l'Alchimie d'un roman, et je vous conseille bien sûr d'aller voir ou revoir les 75 autres vidéos de ma série. 75 vidéos, donc 75 romans de 75 auteurs différents. Et si en plus de lire, vous écrivez, ou vous rêvez d'écrire un jour, eh bien j'ai pour vous une deuxième série jumelle, l'Alchimie de l'écriture, où j'aborde les grands sujets et les petits problèmes qui jalonnent la vie d'un romancier. J'ai aussi une page Facebook, et si vous voulez me donner un coup de pouce et m'aider à réaliser mes vidéos, vous pouvez vous rendre sur Tipeee, une plateforme de financement bien sympathique.
Tous les liens sont dans la description. Je tiens d'ailleurs à remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont déjà contribué à ma chaîne. Voilà, et jusqu'à la prochaine, je vous souhaite une belle vie bien remplie et de grandes lectures. Portez-vous bien et rendez-vous à l'épisode numéro 77.